la suite de ça, j'ai continué à bosser tout seul, comme ça, et à commencer à faire des petites piges dans les magazines. Et puis, j'ai réussi à travailler pour la mairie de Villeurbanne et à me faire imposer et accepter, et finalement à trouver un poste et créer le poste de photographe à la mairie de Villeurbanne. Donc, je suis devenu professionnel à part entière à la mairie de Villeurbanne. Et là, j'ai appris la couleur, puisque jusqu'à présent, je faisais très peu de couleurs. Je rappelle donc qu'on était en négatif et on faisait des diapositives, on est à l'ère de l'argentique. Je travaille 5 ans donc, dans cette mairie, où j'apprends le métier de photographe, qui consiste à répondre à des commandes, quoi. Parce que quand on est amateur, on fait ce qu'on veut, on a un idéal de la photographie, et puis après, quand on est professionnel, ben, on se rend compte qu'on fait ce qu'on nous demande d'abord. C'est plus tard qu'on pourra faire ces choix de sujets. Parallèlement à ça, je commence à développer des sujets personnels. Par la suite du décès du maire, je rejoins une agence photographique faite par des jeunes photographes de l'époque qui conçoit une agence, la première agence photographe de province. Sachant que dans le milieu journalistique et photographe, de presse, toute la presse nationale est à Paris. Il n'y a pas de presse en province, si ce n'est à la PQR, mais ça ne compte pas beaucoup. Donc, on se lance dans cette aventure qui marche très bien. Les magazines nous font confiance et on travaille tout de suite pour tous les magazines. L'Express, Le Point, le Paris Match, les magazines spécialisés, petit à petit on augmente. On a du succès, donc il y a un petit phénomène de séduction, les petits provinciaux qui marchent bien, donc on nous fait beaucoup travailler, ça marche bien. C'était quoi le nom de l'agence? Editing. Donc cette agence, elle a existé depuis 89 jusqu'à 2007. Donc il y a eu, c'est un grand succès. On était 6 photographes au départ, 6 personnes, et puis après il y a eu des nouveaux arrivants, jusqu'à une quarantaine de photographes qui collaboraient plus ou moins. Avec ça, c'est là-dedans que j'ai commencé à développer des travaux personnels, en marge des photos de presse et des photos d'entreprise. Alors des travaux personnels, c'est par exemple un travail qui m'a occupé plusieurs années. C'est le travail des traces de la guerre de 14, que j'ai commencé en 2001 jusqu'en 2004. Ensuite, j'ai continué en 2006, 2007, ensuite en 2011 et même en 2014. Donc, c'est un énorme travail qui consistait à aller sur les traces. J'ai voulu faire un travail essentiellement photographique, sans me documenter de tout ce qu'il y avait sur les traces de la guerre. Mais finalement, je me suis passionné et j'ai acheté des tas de bouquins. Et voilà. Parallèlement à ça, j'ai fait des travaux, par exemple, pour les 10 ans de notre agence. On a fait un sujet qui se rapportait à l'Europe, parce qu'en 2014, c'était l'Europe des 27. Donc on a fait, avec un photographe, j'ai fait un sujet qui consistait à suivre les fleuves de la mer du Nord à la mer Noire. Et donc en suivant le fleuve le Rhin, le canal du Rhin au Danube et le Danube. Et donc ça a duré 3 semaines, donc c'est un parcours assez court, mais néanmoins c'est devenu un... Voilà, ça c'est les photos de la mer du Nord. C'est devenu un travail très important pour moi et qui... Voilà, et pourtant il a duré 3 semaines, donc ça a été très court, néanmoins c'est un des mes travaux les plus intéressants qui soit.
À l'issue de cette agence, en 2007, enfin en 2006-2005, est arrivé l'ère numérique, qui fait que l'agence a dû se convertir au numérique. Scanner toutes les photos noir et blanc et couleur. Donc, c'est-à-dire, il y avait une personne qui scannait toute la journée les photos pour constituer la photothèque numérique. Ce qui fait qu'au bout de 2-3 années, l'agence a fait faillite. Parce que ça coûtait trop cher. Donc, le numérique a fait chuter énormément d'agences. À la suite de ça, deux personnes, 2 femmes de l'agence Editing, ne sont pas laissées abattre. Elles ont reconstitué une autre agence qui s'appelle Signature avec un S, et qui s'appelle Maison de photographe, et dans laquelle je fais partie du staff, qui existe toujours et qui fonctionne malgré, qui a bien marché au début et qui aujourd'hui, bien sûr, avec l'histoire du Covid, c'est pas beaucoup de difficultés. Pour ce qui est des photos, j'ai ressorti 9 travaux personnels, je ne dirais pas des thématiques, parce que pour moi c'est des travaux qui comptent. En premier lieu, donc, les aqueducs romains du Gier. J'ai eu, sur les 9 travaux, il y a 2 commandes, et tout le reste c'est des photos personnelles, des sujets personnels. Donc ce travail d'aqueduc, c'est une commande du musée gallo-romain, qui consistait à photographier les traces de l'aqueduc romain du Gier, qui est un aqueduc qui date du IIe siècle après Jésus-Christ, qui se trouve, je ne sais pas, pas loin de Lyon, et qui fait 86 km de long, et dont il y a peu de traces extérieures. Et voilà, j'ai mis à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans, pour photographier cet aqueduc qui est donc réparti sur une quarantaine de kilomètres. Voilà. Ensuite, la cité Mignot. Cité Mignot, c'est une commande d'un organisme de HLM et des archives municipales. La cité Mignot, c'est un des premiers HLM de Lyon, si ce n'est le premier, en 1914, qui consiste à photographier à la fois l'architecture et à la fois les habitants. Donc j'ai choisi le noir et blanc. Et j'ai photographié les habitants en essayant de respecter à la fois le décor, des regards, une espèce de sincérité. Par exemple, cette fille-là, elle a accepté, elle était très sympa, et à la fin, elle m'a dit « mais moi j'ai horreur des photos, j'ai horreur qu'on photographie ». Donc j'ai trouvé ça que c'était très, très généreux de sa part. Et puis après elle s'est trouvée très jolie. Elle m'a dit « mais je me trouve canon ». Donc je trouvais que c'était génial. Ça veut dire que c'est lui qui a fait la démarche d'aller voir les gens, leur demander l'autorisation. Donc oui. Tous les gens qui vont au marché étaient là, leur demander l'autorisation pour aller les photographier. Donc c'est pas nous, pour l'exposition, qui avons fait toutes les démarches. Donc nous, on a rassemblé les habitants, on leur a parlé du projet, et après on a laissé Philippe faire tout le reste, en fonction des sensibilités. Sachant qu'il y a environ 150 appartements et qu'il y a eu qu'une vingtaine de personnes pas acceptées, donc c'était très décevant pour moi. Mais ça, c'est peut-être une question de Lyon. Donc c'est un très bon souvenir, je suis très content de ce travail, qui est récent, donc, puisque c'est 2017. 2018. Ensuite,
Donc il y a les commerces, je ne sais pas si vous les avez vus. C'est défilé très bien. Donc ça c'est mon premier travail d'amateur. C'était quand même assez dur d'aller chez ces commerçants pour leur demander de quelque chose dont ils n'avaient absolument pas besoin, parce que leurs photos, ça les intéressait absolument pas. C'était des gens qui étaient donc âgés, donc fatigués, ils n'avaient vraiment pas envie de se faire photographier. Et puis ben, je suis arrivé quand même à les convaincre. À mon grand étonnement quand même, parce que je ne me pensais pas capable de ça. C'est-à-dire que quand j'ai montré des photos à des photographes, on m'a dit mais comment ça se fait que tu es arrivé à les convaincre alors toi tu es plutôt réservé, et je me suis rendu compte que j'étais capable finalement de ça, de convaincre des gens de quelque chose que quand on est motivé on arrive à faire des choses inattendues. Donc ces photos-là sont accompagnées de textes. Alors, disons que ce que je demandais aux gens, c'est de me dire et de l'écrire sur un petit bouquin, sur un petit cahier, depuis quand ils étaient là, et leur date de naissance et leur signature. Ce qui me permettait, alors je mettais une photo, qui me permettait pour les prochains commerces de pouvoir négocier et d'aider. Vous voyez, il y a des tas de gens qui ont accepté. Donc, ça facilitait les choses. Donc, tous ces commerces ont disparu, a priori. Il y en avait un qui a résisté, mais je pense que maintenant, c'est fini. Et alors, cette expo a donc été exposée ici, en 2014, et les gens ont cru que c'était des photos des années 50, alors qu'elles datent des années 80. La photo, alors aujourd'hui on fait plus beaucoup de photos d'architecture avec les murs en biais comme ça, hein. Tous les murs sont droits aujourd'hui, hein. Avant on pouvait faire des photos comme ça, le bâtiment était un peu en biais comme ça, c'était pas droit. Aujourd'hui je pense que toute l'architecture est impeccable, droite, tout, on corrige tout, on redresse tout. En fait c'est faire joli. Donc c'est très bien, donc j'ai appris l'esthétique, j'ai appris beaucoup de l'architecture, de la mise en page, j'ai appris la couleur, de mettre en valeur en couleur. J'ai appris beaucoup de choses, mais au détriment d'une photo personnelle, dans la mesure où il ne fallait pas que je photographie le mauvais, le mal, des architectures pas terribles, des maisons un peu crado. Tout ça, je pouvais pas j'avais pas le droit. Et un jour, je me suis rendu compte, au bout de 2-3 ans, je me suis dit, mais je suis en train de perdre mon regard à moi, à cause de toujours faire joli. Et je me suis guéri grâce à... J'ai fait un stage à Arles, payé par la mairie, merci la mairie, et je suis allé faire un stage chez Arnaud Classe. Je ne sais pas si vous connaissez Arnaud Classe, qui est un photographe, c'est un photographe, mais aussi un professeur, et un très très bon professeur, qui a une lecture des planches contact très intéressante et très perturbante, parce que dès que je voyais une couleur, des couleurs qui s'harmonisaient et tout, je faisais une photo, sans me soucier de ce qu'il y avait. Et donc, c'est vraiment en photographiant sans réfléchir pendant des mois, hein, que j'ai fini par acquérir une espèce de sensibilité, je ne dirais pas un instinct, mais une façon de faire qui fait que j'ai repris goût à la photo avant. Un travail mené avec une journaliste lyonnaise sur la famine 1922-1933 qui a eu lieu en Ukraine et un peu autour, qui a fait, on est à 3 millions de morts, ça dépend, et qui n'était pas reconnu à l'époque, qui n'était pas reconnu officiellement par l'ONU. Donc on a commencé ici avec des témoignages et puis finalement on s'est dit bon il faut y aller. Et on est allé sur place recueillir des témoignages
Et Muriel Pernin a fait un article dessus, et moi j'ai fait des photos, on est resté 3 semaines au mois. Et comme je me plaisais énormément là-bas, je suis retourné 2 fois pour faire la vie quotidienne et un petit peu la problématique des... Donc finalement ça s'est avéré, quoi, les pro-russes et les anti-russes, quoi. Donc du côté... Donc ça c'est quelque chose de très très important pour moi. L'étudiante qui me servait d'interprète est devenue une amie, elle est venue là. J'ai connu sa famille, son frère c'était un fou de jazz, c'était un type génial qui avait pas de... qui connaissait le jazz comme tout le monde, et alors qu'il n'avait aucun disque et qu'il fallait se dire. Bon. Et donc là j'ai pénétré vraiment, j'ai fait toutes les couches de la société de l'Ukraine, dans les entreprises, à la radio, à la télé, dans les hôpitaux. J'ai fait le tour, je suis allé à Odessa, j'ai fait les fascistes qui défilaient la nuit avec des brassards d'extrême droite et qui combattaient les Russes en Géorgie. Donc je suis perdu. C'est vraiment un sentiment comme ça. Et je me suis posé, pendant des années, je me posais des questions. Et j'avais un copain qui me disait, mais bon, moi je ne réfléchis pas, c'est comme ça, la photo, ça doit se sentir. Et tout. Et moi je répondais, non, il y a un argument, il faut qu'on ait des arguments pour tout. Et j'ai pensé ça pendant des années. Et puis un jour, je me suis rendu compte qu'il avait raison. C'est pas vrai, si on met des arguments, pour moi, hein, moi je perds ma spontanéité, je perds ma photo, je perds ces photos-là. C'est la même chose dans la peinture. Hein. C'est pas, le peintre ne parle jamais de son œuvre, c'est le critique d'art qui parle de l'œuvre. Et la photo, c'est pareil. C'est faire parler un photographe de son... D'ailleurs, pour l'expo, il ne parlera pas de la photo. C'est un homme de lettres qui va parler de la photo. Mais oui, c'est voilà. Comme les lecteurs d'images. Jean-François Cojol, c'est monsieur photo en France qui a bouleversé la photo de presse parce qu'il a inventé une nouvelle façon de voir et il a influencé tous les photographes. Voilà, c'est son regard qui... Lui, il peut le justifier parce qu'il sait, il a un discours, il sait pourquoi. Les photographes, ils ne savent pas. Même les grands photographes, quand on vous, photographe, vous en pensez? Il y a effectivement, mais Arnaud Classe, vous parlez d'Arnaud Classe, il écrit aussi beaucoup. Oui, oui, mais c'est un intellectuel de la photo, bien sûr. Il y a plusieurs familles, je pense qu'il y a plusieurs... Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis comme ça, je ne suis pas un intellectuel de la photo, c'est dommage peut-être, mais je ne le regrette pas. Mais à côté, ça laisse aussi la possibilité aux spectateurs de s'approprier cette image et de ne pas la clôturer, enfin, de ne pas l'enfermer dans un carcan. Oui, et moi je crois beaucoup à l'imagination dans le regard de l'image. C'est-à-dire que les images, je crois, parce qu'en plus je ne suis pas sûr, mais il y a une chose qui est sûre pour moi, c'est que chacun fait son voyage dans les images, ça c'est sûr, ça je l'ai vérifié maintes fois. Parfois j'ai révélé certaines choses sur les photos et les gens étaient déçus. Et je dis, c'est dommage, il ne faut pas qu'ils soient déçus. Parce que chacun se fait son cinéma et je pense que j'espère travailler comme ça. Que chacun... Quand on a fait l'expo sur les commerces, il y a des gens qui ont fait beaucoup de visites, faisaient des allers-retours dans l'expo. Ils sont venus 1 fois, 2 fois, 3 fois et j'ai discuté avec ces personnes qui m'ont révélé à chaque visite, ils trouvent autre chose. Alors que c'est la même expo, elle n'a pas bougé du tout. Donc chaque visite, le regard se renouvelle complètement. Oui. Et c'est ça qui est intéressant dans sa photo à lui, c'est qu'on ne voit pas d'emblée la même chose. Si on revoit la photo 2 ou 3 jours après, on va voir autre chose. Il y a plein d'histoires qui se racontent, je ne sais pas si elle le fait exprès ou non, mais il y a beaucoup d'histoires qui se racontent dans sa photo. Mais je dirais autre chose, c'est que le tireur dont je parlais tout à l'heure, qui est un grand tireur parisien,
lui, chaque fois que j'allais chez lui, c'était génial, je ressortais gonflé et tout. Il me montrait, par exemple, des négatifs, des tirages sans correction, des tirages de Koudelka, qui étaient horribles, parce que c'était mal photographié, il y avait des écarts de lumière horribles, et lui, il arrivait à sortir des images. Et bien lui, il m'a sorti des tirages, j'ai regardé, je me suis dit, mais j'ai jamais vu ma photo comme ça. Vraiment, j'étais bouleversé. Et parfois, j'ai vu des choses que je n'avais pas vues dans ma photo. Alors à Arles aussi, j'ai rencontré un Américain qui avait une lecture des contacts complètement bouleversante. C'est-à-dire un type qui me disait, qui me raconte, qui pouvait passer une heure à parler des photos sur une planche contact. Et qui me disait, bah, tu vois, là, il y a telle ligne là, qui est constante. Tout d'un coup, sur 6 ou 7 photos, j'avais une ligne toujours au même endroit. C'est fou ça. Justement, quel est votre rapport à vos propres archives et à ces planches contact? Parce que vous parliez Cartier-Bresson qui considérait ces planches contact comme des épluchures qu'il ne fallait pas montrer, mais qu'il a quand même montré justement dans ces fameux petits films contact, où on voit les planches contact filmées de Cartier-Bresson. Et quel est votre rapport à ces objets? Eh bien, ça rejoint l'histoire de la lecture de son propre travail qui est très très difficile. Et ce qu'il faut... Alors, dans les planches contact elles-mêmes, ça va, on les garde. Mais les diapos, quand on regardait, ben on écartait ce qui n'était pas bon et on les balançait. Ben, il ne faut surtout pas les balancer, il faut les garder. Et les images numériques, c'est pareil. Je conserve tout le temps des images. D'ailleurs, sur ce travail-là, j'ai retrouvé une image que j'ai ressortie. Je me suis dit, mais elle est bien cette image, je ne l'avais jamais vue. Donc, vraiment, la lecture d'image, c'est difficile. C'est vraiment difficile, et en plus, elle peut évoluer. 20 ans après, on n'a plus tout à fait le même regard. Mais bon, je conserve quand même les mêmes. C'est ce qui me plaît, moi, qui me rassure, c'est que 20 ans après, je les aime toujours, ces images, et je les considère. Donc, je ne sais pas si vous... Est-ce que dans tous les projets qu'on a vus, quand vous prenez les personnes en photo, c'est dès la première rencontre que vous y arrivez, ou est-ce que des fois vous prenez un temps vraiment pour Quelle photo? Parce qu'il y en a où j'ai vraiment l'impression que vous êtes arrivé, vous l'avez plus dans l'instant, mais par exemple pour les personnes, le projet de la cité ou l'e-commerce, est-ce que c'était dès la première fois que vous les avez rencontrés? Pour savoir si c'est en une fois ou en plusieurs? Ouais. C'est souvent en une fois, tout simplement parce que c'est... Mais des fois je suis revenu, mais souvent, comme c'est les circonstances, c'est-à-dire que moi je peux rester une demi-journée, mais la personne au bout d'une heure, elle commence à s'impatienter, même la plus patiente, même si on discute et tout. Ah ouais, c'est vrai. Donc à un moment donné, voilà, je dis bon ben, ça va, puis je le sens quoi. Je sens que bon, c'est pas mal. Et je suis retourné, oui, je suis retourné. Il y a l'exemple, je le sais, de la cité Mignot où tout le monde croyait que vraiment que la famille a posé. C'est celle qu'on a utilisée comme visuel, Marie, si tu peux le mettre. Okay. Et toute la famille, les 4 personnes de la famille. Elle n'y est pas là? 3 personnes. Non, 4. Ou 3, je m'en rappelle. Non, 3. Donc, moi je pensais vraiment qu'ils avaient posé. Tu me dis qu'en partant, tu as posé le pied et tu as fait la photo. Ah oui, c'est ça. Ouais, celle-là. Celle-là, oui. Ah oui, 3 personnes. Ouais, ils ont posé, oui, ils ont posé, mais c'est pareil. Moi, ce qui m'intéresse, en principe, je ne fais pas poser les gens. Ils posent eux-mêmes. Et c'est très important parce que, en fait, là, je leur ai pas dit de mettre comme ça, mais je leur dis, bah, vous pourrez vous déplacer un peu, machin. Mais ce qui m'intéresse, c'est leur attitude à cette fille, si elle se met comme ça, c'est sa manière de se mettre. C'est pas moi qui lui ai dit. La mère, elle est toujours derrière. Elle est toujours derrière. Et le père, il est toujours devant avec la fille. Et il s'impose, quoi. Et même, il y a un truc qui s'est passé aussi à la fin, c'est que, bon, ça a duré 1 heure, hein, resté longtemps, tout, bon, c'était bien, voilà. Et à la fin, bon, je dis, bon, ben, c'est la fin. Alors souvent, dans les portraits pour le magazine, je dis, bon, ben, c'est bon, merci.
Et là, le type, il se relâche. Souvent, il se relâche et là, il devient lui-même. Et c'est là que je le prends. Et là, il s'est passé un petit truc qui m'a un peu surpris, c'est que, bon, on arrête, ouais, bon, ça va, d'accord. Et la fille, elle arrive vers son père, et ils s'enlacent, mais alors ils s'enlacent comme deux amoureux, quoi. C'est fou. Ça m'a vachement... Alors j'ai fait la photo, bien sûr, hein, mais je ne l'ai pas prise, je ne l'ai pas donnée. Tu l'as vu, je sais pas. Oui, je l'ai vu, tu vois. Ouais, j'ai fait la photo parce que c'est une image qui est importante. Ça explique cette photo. Ça montre la place de la fille. Là, il y a un amour entre le père et on peut faire une lecture sociale. La maman toujours derrière, ah ouais, le père et la fille devant. Elle est très effacée. Et l'autre photo qu'il n'a pas voulu qu'on expose vraiment montre très bien, explique très bien cette photo. Donc ce qui fait qu'il y a deux photos qui s'expliquent mutuellement. Alors oui, je suis retourné parfois. Parfois, j'ai pas peur. J'ai pas peur de dire, parce que pour un photographe, si on rate, c'est pas bien, quoi. Moi, ça me gêne pas de dire, ben voilà, j'ai mal fait, je suis pas sûr de moi, je voudrais refaire. Ça m'est arrivé, ça, oui. Il faut le faire. Oui. Mais je pense que sa question était aussi sur le temps d'approche avant de faire la photo. Est-ce que tu as besoin de parlementer longtemps? Je pense que c'était un petit peu ça aussi ta question. Bah, c'est que j'ai l'impression des fois que vous les connaissez super bien en fait. Alors pour ces photos-là, celle-là, c'est les connaître. non, mais je ne les connais pas du tout. Non, c'est la découverte. Alors là, dans ce système de presse où on doit photographier des gens, c'est vraiment, on arrive, on ne sait pas où on arrive, c'est tout noir, tout blanc, c'est vraiment la difficulté, quoi. Il faut s'adapter, mettre la lumière, trouver tout de suite le cadrage, les gens n'ont pas le temps, ils disent bon, moi, dans un quart d'heure, il faut que je parte. Donc il y a une négociation et il faut être très rapide. Mais là... alors après, je parle aux gens quand même. Hein. Moi, je suis très sincère avec les gens. Et ils le sentent, hein, parce que après, j'ai su qu'ils étaient tous contents de mon passage. Donc moi, puis je m'intéresse aux gens, je m'intéresse à ce qu'ils font. Voilà, moi je trouve que la culture du photographe, c'est pas seulement les images, c'est la culture naturelle, c'est la peinture, le cinéma. L'actualité, il faut se cultiver quoi, pour avancer. Pas mal, hein, ce que j'ai dit. Oui. J'ai une question, alors, je ne sais pas si c'est trop intellectuel et du coup ça analyse trop l'image, vous me direz, mais j'ai une question sur la démarche que vous aviez lorsque vous avez créé votre série Europe Fluviale. On a l'impression que vous vouliez créer une sorte de tout homogène, de montrer à quel point les choses étaient homogènes en Europe, à quel point il y avait des points communs entre les différentes zones qui entouraient le fleuve. Et je voulais savoir si votre démarche s'inscrivait dans la volonté de créer du collectif, de faire ressentir ce qu'était le collectif, et notamment par rapport à l'Europe. Non. Non, moi j'ai pas fait mes photos par rapport à l'Europe. Du tout. Encore une fois, je pense, encore une fois, qu'il ne faut pas intellectualiser, il faut pas... si c'est une commande où on vous dit, ben voilà, c'est l'Europe, on vous commande des photos pour faire penser à l'Europe, oui. Alors là, sinon, surtout pas. Enfin, c'est moi ma démarche. Dans toute votre démarche sur cette zone fluviale, vous y êtes allé avec votre spontanéité et... Comment? En fait, vous n'aviez pas de concept, je veux dire, quand vous avez créé votre série autour de l'Europe fluviale, il n'y avait pas de... Vous êtes allé en vous disant, je vais prendre des photos autour du fleuve. Oui, non. On a toujours une idée, parce que moi je rêve toujours, quand on me dit, ben voilà, tu vas faire un reportage là-dessus, moi je rêve tout de suite. Je me dis tout de suite, j'ai tout de suite des images dans la tête, donc j'ai toujours des idées. Après, quand j'arrive, ça changement total, c'est pas du tout ça. Mais non, en fait, c'est justement ça. C'est si j'ai des idées, je vais pas faire des bonnes photos. Je vais être mal à l'aise. Donc je me laisse aller.
Je me laisse aller, mais avec énormément d'exigences. Je me suis fait des critères. Quand j'ai appris la couleur, j'ai appris la couleur. Une fois que pendant mais bon, ça a pris 5 ans, 6 ans, quoi. Après, je suis à l'aise en couleur. J'ai plus besoin de me dire, bien, est-ce que... il faut apprendre, oui, j'ai appris, oui. Mais non, je me refuse mais même, voilà, même les commandes. Par exemple, j'ai voyagé, j'ai fait des photos au Japon, au Vietnam, en Chine, au Sénégal. Ben, c'était des commandes, bon, ils étaient contents de moi, mais pour moi, je ne suis pas arrivé à faire des bonnes photos, c'est un peu mon rap. Mais j'étais en commande avec un journaliste, alors bon, il faut le suivre, là, machin. Il vous en a, quoi. Sinon, Bon, je vois, pour vous, c'est quoi une bonne photo? j'en sais rien. Des photos des autres aussi qui vous plaisent? Est-ce que vous avez des photos qui vous accompagnent? Évidemment. Moi, je dirais que voilà, les photos que j'aime, les photographes, le plus important, c'est Robert Frank. Voilà, pour moi, Robert Frank, c'est celui qui a trouvé tout de suite la photo moderne et qui a influencé tout le monde sans trop le savoir, sans même, je pense qu'il a influencé toute une génération sans qu'il le sache. Pour moi, c'est ça. Alors, il n'y a pas que lui, mais je pense que lui, c'est vraiment, puisqu'on est en 54, 5, 6, c'est quand même en avance sur beaucoup d'autres. Même si Cartier-Bresson a fait des magnifiques images dans les années 30 et 40, bien sûr. Ça, c'est super intéressant pour un documentaire. Cette question, ce va-et-vient, ça peut être très intéressant. Mais vous êtes entre les deux. Garé Winogrand, bon, pareil, j'adore ce truc complètement décalé, complètement dingue, c'est un fou, quoi. Vive les fous. Voilà. Vous faites un documentaire, vous l'appelez Vive les fous. Non, mais c'est intéressant de... Tout à l'heure, il a parlé du magazine Life. Pareil, parce que c'était sa base d'apprentissage de la photo. Je ne sais pas si vous connaissez ces magazines. C'était le livre, les livres. Ah oui, mais c'est très intéressant pour le monde de la photographie. Mais disons que l'avantage, c'est que j'ai appris tout de suite avec les grands photographes. Je n'ai pas commencé avec un petit bouquin qui me disait, ben voilà, pour apprendre à faire les photos, il faut faire ça. C'est l'intelligence de l'œil. Voilà, quand on faisait des portraits, c'était Youssouf Karch, tous les grands portraitistes, Bill Brandt, Irving Penn. Voilà, Irving Penn, pour moi, c'est très émouvant. C'est tout le temps quelque chose. Ce qui est bien, moi, ce qui me plaît, c'est que ces photos, ces portraits sont simples. Il n'y a pas de sophistication du tout, et pourtant il y a quelque chose de fort dedans, qui prend, quoi. C'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas d'effet. Alors un photographe que j'aime beaucoup, c'est un photographe anglais, comment il s'appelle? Je suis désolé. C'est un photographe anglais qui est mort il y a 2 ans à peu près. Qui a photographié les Anglais à la chambre. C'est extraordinaire pour moi. Ça va me revenir, je suis désolé. Il y a une question à droite. Comment? Vous voulez poser une question? Non. Non, mais... Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a de la matière pour vous... Est-ce que ça vous a donné des idées? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites, comme ça on essaie de travailler ensemble les idées qui pourraient être aussi intéressantes pour les publics. Moi je trouve ça intéressant justement de questionner le fait qu'on ne cherche pas forcément du sens dans la photo, en tout cas en tant que photographe. On ne cherche pas forcément un concept.
c'est aussi la spontanéité qui fait que, sans savoir pourquoi, ça nous saisit et ça fonctionne. Et je trouve ça aussi intéressant de savoir comment est-ce que le spectateur, après, va lui plaquer son imaginaire sur la photo, essayer de créer une histoire derrière la photo, et de voir ce décalage entre l'œil du photographe qui n'avait pas prévu qu'on fasse un scénario autour de la photo derrière, et justement le dit scénario du spectateur. Là, vous allez révéler tous les secrets du photographe. Non, mais c'est vrai, c'est Non, mais c'est savoir ce que va penser chaque personne qui va regarder l'image par rapport à ce que j'ai fait moi, par rapport à mon bilan, moi. On serait un peu connu, je sais pas, mais de questionner, d'interroger des personnes qui regarderaient des photos et qui essaieraient de décrire ce qu'elles ressentent, de ce qu'elles pensent, de ce qu'elles imaginent sur la photo. Et puis à la fin d'avoir vos mots à vous qui disent non, ça n'avait pas de sens en fait, c'est juste une photo qui me plaisait. Ah non, jamais, non, il ne faut pas dire ça. Non, mais je rappelle que pour vous, quand vous l'avez pris dans tous les cas, et de voir la différence entre les... Mais quand je la prends, moi, je pense pas à celui qui va la regarder. Hein. Oui, justement. Justement, c'est intéressant. Non, mais pour elle, c'est intéressant de faire la chose à l'envers. Donc, mais je pense qu'il faut s'adresser aussi bien à des grands publics que des spécialistes de la photo. Ouais, comme ça, vous avez... À la fac, ça peut être pas mal. Oui, il y a des lectures d'images, même des étudiants qui travaillent sur l'image. Ce serait intéressant d'avoir plusieurs vues. Ça peut être intéressant parce que c'est, en plus, c'est quelque chose vu dans l'exposition. Ça a tout son sens. Parce que ça accompagne le visiteur dans sa réflexion sur la photo. Ça parle des enfants aussi, ça peut être... Oui. Juste faire décrire, faire décrire. C'est ça, quand même. D'autres? Moi, c'est plus une remarque, mais pareil, j'ai pas envie de trop intellectualiser ou je sais pas. Mais j'ai la sensation que... Est-ce que vous appréciez particulièrement le contraste? Le contraste? Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vos photos où on travaille beaucoup le contraste, enfin, que ce soit dans la série Autre et... Laquelle? Autre Monde, je crois. Ailleurs, votre série Ailleurs. Également dans Danube, il y a beaucoup de photos, je trouve, très contrastées. Et... Moi, j'ai pas l'impression. Ah oui? J'ai pas l'impression. En plus, là, celles que j'ai fait là, je trouve que des fois, elles sont manquent un petit peu de contraste. J'ai pas l'impression. Et vous êtes libre de le faire. Si vous pensez, vous, c'est pour ça que vous n'êtes pas obligé d'avoir son accord pour. Ah oui. Donc, si vous pensez que vous êtes libre de le faire, mais il faut que ce soit argumenté, justifié. D'accord, ouais. Ça tient la route du début jusqu'à la fin. Non, ou peut-être commencer par votre interrogation sur l'affirmation du contraste, et à la fin, vous arrivez au contraire. Moi, j'aime bien l'idée de la mystique dans sa photographie. Je trouve que c'est... Là, il y a un vrai sujet. Bah, justement, ouais, moi, c'était... celle qui m'avait le plus marqué des séries, c'était Danube et je crois une série qui s'appelle Ailleurs. Et justement, c'était d'arriver à la fois, enfin ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, mais à la fois faire du documentaire et en même temps arriver à déceler quelque chose qui est pas réel ou qui, je sais pas, qui vient d'ailleurs, je sens qu'il est fantastique. Et donc voilà, et pour moi, ça venait en partie du contraste qui rendait cette image-là. Et pour moi, c'était vraiment votre... Ça rappelle l'idée de baptême des baptistes, cette image avec les chevaux aussi. Ouais, aussi, ouais. Moi, je trouve qu'on dirait une licorne si on dirait un truc. Et oui, dans le donc monde merveilleux des licornes, je pense que c'est plutôt ça qu'il a voulu faire. Je connais bien Philippe. Je pense qu'il a voulu faire une licorne. Dans le monde enchanté des licornes. Donc voilà, mais c'est pour ça que je vous dis, vous avez la liberté d'eux, mais il faut que ça soit justifié, que ça tienne la route. Il y a un vrai scénario écrit, et ce soit une interrogation avec une réponse ou sans réponse à la fin. Et ça rejoint un petit peu le sujet de l'interprétation de l'image quelque part. J'aime bien quand je regarde les gens qui baissent. Ils se cachent. C'est pas obligé. Là.
moi, ça va peut-être pas mener à grand-chose, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous avez dit par rapport à la série Danube, il me semble, c'est la photo, il y a une jeune femme qui a l'avion qui passe au-dessus de sa tête. Et ça m'a fait rire parce que vous avez dit que vous auriez préféré que l'avion soit un peu plus à gauche, et je pensais que vous alliez dire qu'il soit un peu plus à droite, parce que dans l'idée Non. préconçue, enfin pas préconçue, mais en tout cas beaucoup de photographes, ou même pas que photographes dans la vidéo, ou n'importe quel support visuel, on cherche un peu une symétrie, ou il y avait cette opportunité qu'un avion passe pile dans la ligne de la femme. Et ça m'a fait rire que vous disiez complètement un peu plus à gauche, alors que dans ma tête, je pensais que vous alliez dire un peu plus à droite. Et justement, ça, dans le fait que vous ayez dit ça, ça me... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a un peu permis de comprendre votre approche, quoi, ou en tout cas vos préférences, ou votre œil, on va dire. Mais bon, bref, c'est juste, j'ai bien... Enfin, j'ai bien... Pourquoi il faut qu'il soit à droite, l'avion? Parce que s'il était un tout petit peu plus à droite, il aurait été pile centré au centre de la photo, pile au-dessus de sa tête. Enfin, il y avait quelque chose de... Il y avait une symétrie, et c'était quelque chose de... Moi, je dis que j'aurais préféré qu'il soit à droite, parce que pour moi, dans l'esthétique et dans l'harmonie, c'est mieux qu'il est à droite, parce que c'est une flèche, cet avion. Donc s'il est par là, pour moi, on rentre dans l'image toujours par la gauche. Hein. Pour moi, les regards, c'est toujours par la gauche. Donc si elle est comme ça, il y aurait une plus d'harmonie pour arriver sur le sujet. Là. Tandis que là, ça tombe comme ça, c'est pas si mauvais, mais pour moi, il faut qu'il soit à gauche. C'est une question d'esthétique uniquement. Hein. Il n'y a pas de rapport entre la femme et l'homme, la position. Pour moi, c'est de l'esthétique. Pour cet avion, hein. Après, c'est autre chose. Mais voilà pourquoi, pour moi, l'avion doit être à gauche. Pour mieux rentrer, pour qu'il y ait plus d'harmonie de l'image et pour qu'on rentre plus facilement dans l'image. Pourquoi vous avez dit que ce n'est pas un sujet? Je ne sais pas, parce que c'était... Moi, je pense que ça peut être un vrai sujet. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet, cadrage en tout cas. Oui. Là, il y a un vrai sujet. Pas forcément que sur cette photo, mais cadrage en général. En plus, la photo, elle est assez intéressante. Donc, j'essaye de trouver le photographe anglais. Mais ils les trouvent tous sauf lui, c'est pas une gagne. Une question très pratique. Est-ce que les photos qu'on a vues là, c'est une sélection ou ça va être... vous pouvez travailler avec lui sur d'autres photos. Mais par rapport aux photographies qui seront vues à l'exposition? On n'a pas encore fait la sélection, on n'a pas fait encore le travail global. Mais disons que c'est celle qui m'intéresse le plus. Maintenant, j'ai des années et des années de reportages à Lyon, par exemple, en actualité, qui m'a passionné quand même, parce que l'actualité c'est passionnant, même si on en a marre plein de trucs. J'ai oui, des milliers de photos sur l'actualité. Par exemple, puis j'ai des tas de sujets, oui, j'ai fait, par exemple, je faisais des sujets personnels, j'ai fait un sujet sur, mais moi j'ai beaucoup de sujets que personne n'a eu, sur les RMistes, les pauvres. Donc, les gens qui n'ont plus de boulot, qui sont décalés et tout. Donc moi, ça m'intéressait de les faire, mais pour que ça marche, pour que... parce qu'un photographe de presse, un photographe, quand il produit, si personne ne le voit, ça ne sert à rien, c'est dommage, ça ne sert à rien. Donc, il faut voir les images. Donc, pour photographier ces gens, il a fallu une raison. La raison, c'était que c'était les 15 ans du RMI. Donc, je me suis dit, bon, ben voilà, ça fera une raison pour les magazines de le publier, autrement, ils ne le publieront pas. J'ai fait pendant des mois, je suis allé dans des associations pour demander de photographier des gens qui ont le RMI. Ça a relativement marché, même si les gens qui s'occupaient, qui étaient à la tête de ces associations, s'appropriaient un peu les RMistes en disant oui, monsieur, il ne veut pas et tout. C'est-à-dire, ils décidaient pour eux, quoi. C'était un peu gênant.
Et j'ai fait beaucoup de photos de gens complètement décalés, dans les squats, voilà, et c'était très important pour moi. En l'occurrence, j'ai voulu justement, parce que moi ce qui me gênait, il y a eu une période où on photographiait beaucoup les pauvres. Et ce qui me gênait, c'est que ces gens-là, on ne savait pas qui c'était. C'est-à-dire que le photographe se pavanait de devoir photographier ces gens. Et puis, qui c'était ces gens, on ne savait pas. Donc moi, je me suis dit, je vais demander qui ils sont, leur histoire, ils me racontent leur histoire. Donc, je leur donnais rendez-vous, et ils me racontaient leur histoire, des histoires incroyables, pas possibles. Alors, c'était tellement bouleversant pour moi que j'ai raté complètement mon reportage. C'est-à-dire que y a un type qui vivait en banlieue parisienne dans les cités, d'origine maghrébine, qui était intelligent, il était en fac et tout, donc on se moquait de lui parce qu'il allait en fac. Et puis un jour, il reçoit une balle de pistolet dans la tête. Il va à l'hôpital, tout le monde le croit mort, et puis finalement il est sauvé, mais il garde la balle dedans. Donc tout le monde se moque de lui, il le prend pour un fou. Donc ça le déstabilise et il part sur la route, il va en Algérie qu'il n'avait jamais fait, il a fait un voyage d'eau complètement dingue. Donc il me raconte ça à la Brasserie-Georges, là, machin, pendant 1 heure. Moi j'écris, je ne sais pas écrire, je ne sais pas, mais bon, j'écris, et en sortant, je suis tellement bouleversé. Histoires qui peuvent être intéressantes, qui sont de la photo, mais en même temps... C'est l'histoire d'un photographe. Voilà, c'est l'histoire du photographe. Et je pense que ça peut être intéressant. Un jour, j'ai appris qu'à Berlin, les studios mythiques de l'Alpha allaient renaître, et ça allait être le nouveau Hollywood européen. Donc, j'ai dit, il faut que j'y aille. Je suis allé à Berlin photographier les studios. J'ai eu une parution dans le magazine, et c'est tout le monde s'en foutait, et puis ça n'a pas marché finalement. Donc voilà, il y a des tas d'histoires. Et ça, c'est des photos qui ne seront pas dans l'expo, mais ce qui fait que si vous travaillez dessus, c'est un apport en plus. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait quand même, une vidéo qui montre, tu vois, toutes ces images. C'est l'histoire du photographe. L'histoire ratée des photographes. Non, parce que... Non, moi, il y a un autre sujet qui est celui de la censure. Parce que tout à l'heure, il en a parlé longtemps, mais il n'a jamais utilisé le mot censure. Donc quand on est dans la commande, on est dans la censure. Et surtout quand il a travaillé... dans l'autocensure. L'autocensure. Non, mais à la mairie, c'est Charles Hernu. Oui, c'était le grand autocenseur. Donc, j'ai beaucoup aimé Charles Hernu. T'as de la chance. Et tous les gens qui travaillaient lui... C'était le maire de Villeurbanne. C'était le maire de Villeurbanne qui était considéré, qui était socialiste. Bon, personne n'est parfait. Et qui était accusé d'être extrême droite, très à droite et tout. Ce qui n'était pas faux. Mais c'était un type formidable. C'était un type formidable. Lui, il est contraire. Donc voilà, donc la question du photographe, le positionnement du photographe quand il travaille pour la commande. Comment il est lui-même et comment il vit la censure. Et là, je pense qu'il y a un sujet parce que c'est toute l'exposition. Il ne faut pas parler de censure quand même, il ne faut pas exagérer. D'abord, non, dans une mairie, oui, mais dans les magazines... non, le magazine, par exemple, le Parisien Magazine, on fait des portraits. On va faire un portrait d'un type qui faisait des, comment ça s'appelle, des jeux, vous savez, on tire des cartes. Non, on joue des dés, là. Ah oui, des... Barbès. Comment? À Barbès. Sur le carton. C'est à Barbès sur les cartons. Barbès? Non, c'était pas à Paris. Bah, tu as dit pour le Parisien. C'est le loto. Le loto. Bingo. Le loto. Non, mais vous savez, le loto, il y a un type qui fait le loto et tout. Il joue au loto. Pas les paris loto, le jeu de loto. Avec toutes les personnes qui jouent. Bon, il fait ça, le type. Il fait ça pendant plusieurs années. Il gagne pas mal d'argent. Il ne paye pas d'impôts. Les impôts lui tombent dessus. Il lui demande 50 000 € ou 60 000 €, la catastrophe, machin et tout. Donc, le Parisien Magazine fait un sujet sur lui. Moi, je dois faire la photo. Mais le Parisien Magazine
Il dit, nous, les portraits, il faut être souriant. Alors on lui prend un type qui s'est fait gauler par le machin, c'est l'horreur et tout, et il faut qu'il soit souriant. Heureusement, il a souri. Autrement, la photo est nulle. Si je ramène une photo où le type n'est pas souriant, alors ça, c'est dur, c'est chiant. La gestion de la contrainte. Oui. Ça, c'est... Ça fait concours. Ça, c'est très important. Hein, quand on était photographe d'agence, et même de mairie, le dimanche, il faut aller faire la photo parce que le maire, il va aller faire un truc. Hein, et la responsable, j'étais dans une agence de la mairie avec des vrais journalistes. C'était vraiment le top de la mairie. Hein. On a reçu le premier prix du journal municipal de France, s'il vous plaît. Wow. Et donc, et ben voilà, la responsable, ancienne journaliste, me disait, bon, il faut y aller, Philippe. Hein. Oui, on s'en servira pas des photos, mais il faut quand même que tu... Alors les dimanches, j'allais me faire chier à faire des rubans et tout ça. Donc c'est quelque chose d'important. Voilà, ou photographier pour un magazine magazine économique, le patron d'une petite boîte avec son produit. Alors son produit, c'est des boîtes de conserve et donc il est comme ça sur le bureau, il faut mettre les boîtes de conserve. C'est complètement nul, quoi. On ne peut pas faire une bonne photo. C'est horrible de faire ça. Donc ça, voilà la dureté avec ça. On a des photographes pour l'Express, où l'Express dit tu fais ce que tu veux, fais-toi plaisir. Donc là c'est génial, heureusement. Vous avez de la chance puisqu'il n'a jamais parlé autant. Et il y a plein de choses que j'apprends aujourd'hui. Je connais depuis 10 ans. On va vous faire revenir. J'essaie toujours de trouver. Donc il y a, là, vraiment, il y a énormément d'idées. Je pense qu'il faut digérer un peu ce que vous avez entendu. Vous avez les enregistrements. Je pense que... Et après, vous ne soyez pas trop sérieuse tout en étant... sérieux. Voilà. Donc il faut dire que c'est un plus pour l'expo. Christopher Kelly. Moi en 2020, Christopher Kelly. C'est un plus pour l'exposition et qui ne rentre pas en concurrence avec l'expo elle-même. C'est un complément pour les visiteurs, mais qui ne rentre pas en concurrence avec. Donc il faut avoir le propos du visiteur, se rapprocher le plus de lui et lui amener des informations qui ne seront pas dans l'exposition. Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas écrire. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit, hein, il y a beaucoup de choses. Les histoires de photographes, ça pourrait être un super sujet de vidéo, mais aussi d'exposition. Mais on m'en a jamais parlé. Donc, mais c'est vrai que moi, en tant que spectatrice, quand je vais dans une exposition, je me demande toujours les choses qu'on ne voit pas, pourquoi on ne les voit pas en fait. Et pourquoi les choses qui sont présentes, ce sont celles-là qu'on nous montre en fait. Et donc je pense qu'il y a une curiosité de la part du spectateur à se prendre la question du choix en fait, et qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'art. oui, il y avait l'histoire des coulisses quand Marie fait des visites, elle parle de l'expo, et quand je fais des visites, je parle des coulisses. Et je trouve que les gens s'intéressent beaucoup aux coulisses, les choses qu'on n'a pas mis dans l'exposition. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous encourage à être complémentaires à l'exposition et prendre des sujets qui, en étant sérieux, mais qui racontent des choses que les gens, dans une exposition, ne vont pas savoir d'un photographe lyonnais. Et de ce fait, nous, quand on là, pour cette exposition-là, on va travailler avec Philippe sur l'ensemble du parcours pour scénariser l'exposition, parce que comme vous, on va écrire un scénario de début jusqu'à la fin, parce qu'on accompagne le visiteur intellectuellement du début. On lui raconte une histoire. On ne peut pas faire... on n'est pas la Maison européenne de la photographie qui mettent que des photos sans... Il n'y a pas de fil conducteur jusqu'à la fin, parce qu'ils ont un public complètement différent. D'ailleurs, il y a très peu de texte, des fois il n'y a même pas de cartel. Donc, nous, on va raconter, parce que le public a besoin, notre public a besoin d'être accompagné jusqu'au bout,
il y a le parcours autour de l'exposition, autour de la salle. Ça, c'est un travail qu'on va faire avec lui. Et le centre, on lui a donné carte blanche. Donc sans censure. Donc ça va être son espace à lui, ça va être son regard à lui. C'est la première fois qu'on le fait. Donc c'est un grand, l'espace est très très grand. Là il y a de la matière, je ne sais pas s'il va s'en sortir, mais donc c'est un espace à lui, son regard à lui, et s'il est accompagné de vidéos qui permettent de comprendre le personnage, c'est intéressant aussi. Et moi, je dirais que vos films, ça m'intéresse vachement, moi, de voir comment vous allez voir et tout, je suis très intéressé. Et le travail de l'expo, c'est un long... Vous pouvez raconter, délirer sur... Attends, je termine. Parce qu'elle a posé une question. Le travail de l'expo, c'est un long processus. Ça ne se fait pas tout seul. Donc, c'est une mise à plat de centaines de photos. Et à partir de ces photos-là, il faut qu'on raconte en même temps le parcours de Philippe, et en même temps l'histoire de la photographie, sa photographie à lui, mais de la photographie en général, parce que la photographie de Philippe fait partie de l'histoire de la photographie. Donc c'est plusieurs, et on ne fait pas que de l'esthétique. Il y a des photos qui lui parlent à lui, qui vont parler à nous, qui vont parler à d'autres, donc on multiplie les choix pour pouvoir parler à tout le monde. Jusqu'à maintenant, toutes les expos qu'on a fait avec lui, ça a bien fonctionné de cette façon-là. On essaye vraiment de rapprocher le plus possible sa photographie du grand public. On ne s'adresse pas à un public spécialisé. On s'adresse à tout le monde, mais on essaie de se rapprocher, où même les enfants trouvent une part de rêve dans ce qu'ils présentent. Voilà, donc, mais c'est un long processus, hein, c'est plusieurs mois de réflexion, de choix, de sélection, de va-et-vient, de coups de téléphone pour arriver à... Et on va avoir que la semaine prochaine la première réunion de travail sur son exposition. Donc, et normalement, l'exposition aura lieu quand précisément? Le 1er mars. Le 1er mars. Ça va quand même arriver vite. Oui, oui. Non, mais il n'y a pas de recherche. À la différence de l'expo sur l'Académie, là, je n'ai pas de recherche historique à faire. Donc, là, le seul travail, c'est un travail de sélection. Je ne vais pas faire la recherche généalogique de la famille de Philippe. Heureusement. Donc, c'est vraiment un travail de sélection de photos en fonction du parcours, en fonction de l'espace, en fonction de ses amphis, en fonction de nos publics. Ça, c'est un travail qui va nous demander un petit peu de temps, mais la production elle-même de l'exposition, ça ne va pas dépasser un mois. Hein. C'est vraiment, les expos photos, c'est ce qui est le plus facile en termes, parce que les expos historiques, c'est des expos qui demandent presque un an de recherche, de rédaction, de vérification de documents. Pour écrire le scénario, il faut vraiment comprendre des sujets qui n'ont jamais été traités, et à partir de là, on fait la recherche. Donc, mais l'expo photo ne demande pas beaucoup de recherche. Et l'expo va durer combien de temps? Presque 5 mois. Donc la date de fin n'est pas définie, mais je pense qu'elle va durer 5 mois, parce que c'est l'expo de l'année. Donc ça va, vos travaux vont être visibles pendant très très longtemps. Bien. Philippe sera présent dans la salle tous les jours. Il parlera. Donc l'expo va être accompagnée de médiation. C'est Marie qui réfléchit à la médiation, donc pour les enfants, pour les adultes. Donc il y aura un catalogue, bien sûr, puisque là on essaie de... Puisque les expos photos, on en a fait énormément ici aux archives à une époque, parce que le hall, on l'avait presque rebaptisé le hall de la photo, et on était devenu une référence en termes d'expo photo. Il y a eu changement de direction, changement de politique. Là, on revient un petit peu, et donc on va essayer d'exposer le maximum de photographes. La prochaine photographe, après Philippe, ça va être Florence Chapuis, une photographe lyonnaise, qui stresse déjà. Je pense qu'il va falloir les libérer bientôt. Ouais. Ça fait une grosse heure. Ouais, mais merci beaucoup. Vous n'avez plus de questions?
Non, merci. Eh ben, merci. 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 Et, est-ce